Arsène Mosca, bonjour. Bonjour, Loïs. Merci d'avoir accepté l'invitation dans le carré. Merci à toi. Alors Arsène, on va parler de plusieurs choses. On va parler évidemment de ta vie d'acteur, mais on va aussi parler de ta passion pour le poker. Et on va parler d'un projet qui vient de sortir, qui s'appelle Hell In, qu'on peut trouver partout sur YouTube. Vous avez les liens en description. On va commencer par ça, si tu veux bien. Comment tu définirais le projet que tu viens de sortir et pourquoi est-ce que tu l'as fait? Alors, si on vient à la genèse, je me souviens il y a 10 ans, c'était à l'ACF. Je connaissais pas encore, il était à ma table, mais que vous connaissez, et que les gens qui te regardent connaissent bien, c'est monsieur Omar Lakhdari. Une machine de guerre, hein, pour moi, je trouve même encore aujourd'hui. Et on est à table, et moi je découvre le POK, en fait, enfin le Vegas. Je connaissais le 5 cartes qu'on jouait il y a longtemps, au fond des bars. Et puis je découvre le Vegas, quoi. Donc j'étais très frileux, comme tous les mecs qui débutaient un peu. Et je me rappelle bien de la main, j'avais le flop tombe, après runner, il y a les carreaux qui sont là. Donc j'avais couleur au valet. Mais comme Omar avait checké 2 fois, donc je me dis il a pas de carreaux, je vais envoyer une petite sauce, quoi. Et bam, il m'envoie la couscoussière, comme on dit. Et il avait pas de carreaux, bien évidemment, Omar, hein. Et donc je me dis ouais, il doit l'avoir à l'as pour me faire autant. Et en fait, dans ma tête, j'ai dit, mais comment ça se fait qu'il l'a à l'as? S'il l'a à l'as, normalement, il aurait poussé au flop, sachant qu'il peut avoir une paire au flop plus l'as de carreau. Enfin, les gens qui suivent savent de quoi je parle. Et je me dis, mais comment il check? C'est pas possible, il l'a pas. Et je me mets dans ma tête, je me dis, putain, si je pouvais savoir son jeu. Et je regarde ses cartes comme un abruti, et j'essaie de voir apparaître l'as de carreau. Voilà, qui est le sujet du court-métrage Hell In, quoi. C'est le mec qui a le pouvoir de voir le jeu des autres. Pourquoi tu as fait ce court-métrage? Et j'ai fait ce court-métrage déjà parce que moi maintenant j'ai décidé d'amener mes projets chez les producteurs avec de l'image. Parce que je sais que Hell In, si je l'amène que sur papier, c'est pas clair. Si je l'amène avec ce teaser trailer, hein, où j'ai laissé une fin ouverte qui prouve bien que c'est plus une bande-annonce qu'un court-métrage traditionnel, je sais que j'ai plus de force à ce qu'il intéresse quelqu'un. D'ailleurs, la preuve, il a intéressé un producteur. Où on doit se revoir, en reparler, mais en tout cas, ça intéresse beaucoup. J'ai même une vedette, je pourrais rien dire maintenant, mais qui est prêt à jouer le rôle principal. Mais voilà, moi, j'ai décidé aujourd'hui d'aller avec mes projets avec de l'image. Parce que j'ai toujours l'impression d'être incompris, en fait, à l'écrit. Peut-être parce que c'est le défaut de l'auteur, où j'écris, l'auteur comédien même, où quand j'écris, je mets les situations, je mets le jeu, je mets tout, et je suis le seul à le voir. Donc en face ne comprennent pas tout ce que je veux, etc. C'est peut-être pour ça qu'ils abandonnent à un moment. Mais là, Hell In, oui, moi j'ai beaucoup trop joué d'ailleurs. Pour moi, à une époque, j'ai arrêté il y a 6-7 ans. Après, j'ai eu mon fils, Nino, qui a 5 ans aujourd'hui. Moi, j'ai trop joué. À un moment, je me suis rendu compte, surtout qu'à l'époque, la CF, par exemple, tournait 24-24. Les autres cercles fermés à 6 heures, etc. Donc, pour moi, j'y ai trop joué. Puis, tu deviens trop addict, quoi. C'est-à-dire, dès que tu tournes pas, tu bosses pas, t'avais le réflexe d'y aller. Parce que les ambiances étaient bonnes aussi. On se marrait beaucoup à table, moi, je trouve, hein. Énormément, plus que maintenant, hein. Mais, voilà, j'y allais aussi pour ça. Mais j'y ai trop joué, quoi. Donc, et puis, je me suis dit, mais un mec qui a un pouvoir de voir le jeu des autres, je suis persuadé que ça peut faire un long ou une série. Ça, j'en suis sûr. Surtout que faisons-le, parce qu'on va être les premiers déjà à le faire. Même aux États-Unis, hein, la patrie du poker, n'ont jamais pensé à le faire, quoi. J'ai dit donc soyons un peu cocorico les premiers. Voilà. Et je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. De toute façon, le film est pas vraiment, en plus, c'est pas un truc niche où ça va parler qu'aux joueurs de poker. Moi, si je prends l'exemple du jeu de la dame, 80% des gens qui ont adoré cette série jouent pas aux échecs. Et pourtant, ça a marché, parce qu'elle raconte un conte de fées. Et je crois que c'est ça encore. Les gens vont au ciné ou regardent une série maintenant, parce qu'il y a les plateformes, etc., parce qu'on adore encore le conte de fées, je trouve. Voilà. Et Hell In, c'est complètement ça. Mais le mec a un pouvoir maléfique. Donc, qui dit maléfique, dit le diable. Qui dit le diable, est-ce que ça va durer? Je peux pas spoiler la fin, mais je suis pas sûr. Voilà. Tu parles cinéma, alors on va revenir sur ta carrière. Mais souvent, c'est les journalistes qui reviennent sur la carrière des acteurs. J'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie que tu prennes le recul. Si tu regardes la carrière que tu as eue jusqu'à aujourd'hui, toi,
tu la résumerais comment? Je la résume vraiment pas en second rôle, ni en troisième rôle. Je me résume vraiment à, tiens, Mosca a quand même 40 films derrière lui, sans compter les séries, dans des films qui ont plutôt marché, majoritairement, et puis qui a eu un coup d'éclat au cinéma avec OSS, dans le rôle de Loktar, où là derrière j'ai énormément bossé, quoi. Je me verrais en acteur que les productions connaissent bien, parce qu'évidemment, hein, quand on vous voit dans des films qui marchent, on repère votre nom, mais je me vois pas en tant que vedette, moi. Je me vois en mec qui bosse de ce métier-là. Mais pas, moi je sais qu'on met pas de l'argent sur mon nom. Donc faut être très lucide avec ça aussi, quoi. Voilà. Et cette position que tu as de second rôle qui marque, quand on est acteur, est-ce qu'on s'en réjouit? Est-ce qu'on se dit merde, je préférerais être un premier rôle presque qui marche moins qu'un second rôle qui marque? Non, parce que tu te dis un premier rôle, c'est beaucoup de responsabilités aujourd'hui, hein. Quand on met 5-6 millions sur ton nom, rentabilise-les quand même. Si tu veux qu'on remette 5-6 millions, c'est quand même, il vaut mieux. Quoique aujourd'hui, c'est pas forcément une règle, puisque t'as beaucoup de vedettes qui font des bides et qui continuent de bosser, donc c'est pas vraiment une règle. Mais quitte à avoir un premier rôle un jour, je préférais que ce soit qu'un truc comme Palidzi, par exemple, où ça c'est un bébé personnel entre Dujardin et moi qu'on a créé ensemble. Voilà, j'irai plus avec ça, dont je suis sûr. J'irai avec, si on me le propose, évidemment, si le rôle est intéressant. Mais c'est dur, je trouve, d'aller faire un premier rôle sans se dire qu'il peut y avoir une faille à un moment, etc. Tu parles d'OSS, alors t'as eu ce que je pense plein de second rôles espèrent avoir une fois dans leur vie, c'est-à-dire le personnage culte et les scènes cultes et les dialogues cultes qui vont avec. Ouais. Avant qu'on revienne sur le fait que c'est marché, est-ce que quand tu le tournes, tu sais l'effet que ça va avoir ou pas? Non, du tout, pas sur OSS. Enfin, on sait que le film va marcher, parce que le film est sur Jean, où là, il est beau comme un dieu, il est taillé, c'est Sean Connery jeune, c'est une parodie des films années 50, c'est Michel Hazanavicius aux commandes, c'est pas rien, Hazanavicius, un mec déjà qui est bourré d'humour, c'est pour ça aussi que les OSS ont marché. Moi, en plus, si on réfère à ma scène à moi, le Naadinoumouk, c'est une impro. Parce qu'en fait, moi, j'avais sur le texte, j'avais « et toi, tu », 3 petits points. Et c'est affreux pour un comédien de marquer les 3 petits points. C'est-à-dire qu'on se sent arrêté de jouer et on a peur, en fait, parce que l'image, ça vous prend comme ça. Ça triche pas, c'est pas le théâtre, hein. C'est l'image, c'est marqué dans le marbre et puis... Naadinoumouk, je vais voir Michel, je lui dis « écoute, le « et toi, tu », 3 petits points, c'est toujours dur pour un comédien. Est-ce que je peux rajouter un truc derrière ?» Il me dit « d'accord, qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Il me dit « écoute, je lui dis « on va faire la répétition pour la lumière. Est-ce que je peux te sortir là? Et puis si t'en veux pas, t'en veux pas. » Il me dit d'accord. Et puis le texte était « et toi, tu », 3 petits points. Et je sors donc le « et toi, tu es quoi, toi? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? » Et là, j'ai toute l'équipe qui se marre, Michel compris. Et Michel qui me dit « je prends ». Voilà. Donc donc on sait pas à ce moment-là, même si t'as toute une équipe qui se marre, que ça va être une scène culte. Moi, je pensais même pas être dans la bande-annonce à l'époque. Mais Gaumont a été très malin, parce que moi, dans la bande-annonce, j'amènerais un peu de banlieue quand même, hein, sur un Naadinoumouk d'abord. Donc c'était très intelligent de leur part, je trouve. Ouais. Le film cartonne, devient culte, et tes scènes avec, qu'est-ce que ça change pour un acteur quand on a fait ça après? Tu bosses énormément derrière, tu bosses beaucoup. Moi je me souviens que Thomas Langman de La Petite Reine voit le film dans l'avion. Et il se marre, et il voit ma scène. Et après il va voir Jean au théâtre, qui joue au théâtre avec... le lendemain, qui joue avec Alexandra Lamy, une pièce qui était à l'Édouard VII. Et à la fin, donc, il va voir Jean. Normalement, ils boivent un verre ensemble. Il fait, écoute, j'ai vu ton film dans l'avion. Et il y a ce petit robeux, là, qui m'a fait mourir de rire. Et donc, Jean lui dit, bah, c'est pas compliqué. Tiens, tu vas lui dire. Voilà. Donc, il m'appelle, Jean, et il passe le téléphone à Thomas Langman. Et Thomas Langman qui appelle, dit, oui, allô, bonjour. Donc, bonjour. Hein. C'est Thomas Langman à l'appareil. Tu penses que c'est un fake, hein, un des meilleurs producteurs de Paris, des plus grands, tu te dis c'est un fake. Et non, j'assure, c'est moi, etc. Écoutez, je vous ai vu dans OSS, vous m'avez fait mourir de rire, passez me voir demain au bureau, je monte Astérix, un film un des plus chers de France, 90 millions, je veux absolument que vous soyez dedans, etc. Et donc je fais Astérix, je fais Mesrine,
Je fais d'autres films avec lui, Le Mac, voilà, évidemment, qui a été un rôle très marquant pour moi, une rencontre avec José Garcia et Joe Precia, fabuleuse. Donc voilà, j'ai beaucoup bossé, moi, grâce à OSS. Je dois beaucoup à ces films. Quand on est second rôle, c'est quoi, à l'inverse, les mauvaises surprises qu'on peut avoir? C'est quoi qui est le plus difficile dans cette position-là, dans ce métier-là? T'as une déception qui est logique dans mon rôle, c'est quand on peut te couper ta scène. Moi, ça m'est arrivé dans des films. Ouais. Tu te dis, ah, ça pique un peu là. Ouais. Mais après, c'est pas grave. Tu te dis, c'est le réal. De toute façon, le réal est le patron en France, contrairement aux États-Unis. Le réal est le patron du film. Donc, s'il estime que cette scène doit être coupée, dans sa narration, c'est que ça va pas. Donc moi t'as l'orgueil au début quand tu vois le film, après tu l'as pas parce que c'est lui le boss quoi. Moi je suis assez pour ça, hein, respecter les hiérarchies en fait quoi. S'il l'a décidé, c'est qu'il y a une raison. Tu parles de ton amitié avec Jean Dujardin, on y reviendra après, mais de cette amitié il y a une série, Palizzi, qui a marqué du monde, dont moi, je t'avais dit que j'étais un grand fan de cette série. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les tenants et les aboutissants de cette série? Alors, Palizzi, c'est un personnage que j'avais dans mon one-man show, coécrit et produit par Jean Dujardin, avec Stéphane Debac à la mise en scène. Et on écrit ce personnage du mafieux qui doit faire un TIG, qui se fait arrêter. Il n'y a pas vraiment de preuves, mais il doit faire un TIG. Et comme il aime bien les bonbons, il décide d'aller bosser dans une usine de bonbons, tout simplement, quoi. Et il est en entretien avec le DG le RH, je sais plus comment dire, enfin, le mec qui recrute dans la boîte, voilà, et il le menace en fait, il lui fait comprendre que il va pas travailler ici, il va devenir patron de la société de bonbons quoi. Voilà. On fait ce sketch donc dans mon spectacle, ça s'appelait Hollywood, c'était une parodie de film genre hollywoodien en fait. Je parodie un western, un film de genre, pardon, un film de mafieux. Et puis le sketch est là quoi. Et puis on rencontre Philippe Vaillant avec qui j'avais déjà bossé, qui était à l'époque le mari d'Anne Romanoff, qui avait lancé une chaîne qui s'appelait You Humour, et il produisait beaucoup de comiques comme ça. Enfin, il allait filmer beaucoup d'humoristes parisiens, même de la France, pour les mettre sur sa chaîne, quoi. Et moi, je propose un projet à Philippe Vaillant, parce qu'il voulait aussi faire un peu de la fiction. Et le projet que je propose à Philippe, il était pas très chaud. Et puis il me dit, mais par contre, t'as pas un truc avec Jean dans ton spectacle, vous avez fait et tout. Je revois Jean. J'écoute, Vaillant veut me produire un truc de fiction et il demande dans le spectacle qu'est-ce qu'on pourrait prendre pour faire. Et Jean dit, faisons Palizzi. Mais, si tu fais Palizzi, celui du spectacle, c'est le Palizzi mafieux à la Scorsese. C'est la coke et les filles de joie. Donc t'as pas le budget en France pour faire ça, puis t'as pas le talent de Scorsese pour le faire surtout. Donc on s'est dit, vaut mieux faire un docu-fiction, un mafieux qui sort après 20 ans de prison, qui est complètement déconnecté de la réalité, de ce qui se passe aujourd'hui, qui essaye de récupérer son rang et son dû, en employant toujours ses vieux démons, la menace, etc. Mais aujourd'hui, après 20 ans de prison, il n'est plus rien, il fait même plus peur à son ombre, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a fait Palizzi, où même un gamin de 5 ans lui rentre dedans, aujourd'hui. Voilà. Comment t'as su que c'était devenu culte, ça? Comment tu t'en es rendu compte? Je l'ai su, alors tiens-toi bien, c'est des fois quand je me promène, et t'as des mecs un peu à la tête patibulaire qui m'attrapent dans la rue. Fait, c'est toi, Palizzi, non? Je fais, oui, c'est moi. Tu sais qu'en prison, ils nous mettaient ton truc? Je dis, c'est pas vrai. Enfin, un peu pour le premier. Après, j'étais habitué, mais pour le premier, j'ai dit, bien sûr, ils nous mettaient Palizzi pour nous dire, voilà comment tu vas devenir. Si après le boulot, si après le travail, si après la prison, tu penses pas à te réinsérer ou un truc comme ça. Je savais même pas, moi, qu'à un moment, je devenais un truc pédagogique en prison, etc. Je demande au mec, je lui dis, mais pas pour le premier, hein, je lui dis, mais sincèrement, je te jure. Il me disait, les plus losers en la prison, les matons, les appelaient Palizzi. Et c'est devenu culte. Ouais. Mais il n'y a jamais eu de suite. Non. Avec Jean, on y a pensé plusieurs fois, à faire le long. On peut pas reprendre la série pour une autre chaîne, parce qu'à l'époque, c'était sur 13e rue, France 4. Parce qu'en général, les chaînes ne prennent pas un truc qui a déjà marché, qui a déjà été ailleurs sur le câble. Rarement, ils le font rarement. Donc on pensait au long, on a été voir une plateforme dernièrement, et c'est la plateforme qui nous a dit, malheureusement ça a été sur 2 chaînes déjà, nous on essaie plutôt de faire de la création originale. Voilà, donc on désespère pas, mais le problème c'est le manque de temps de gens, quoi. Parce que moi je veux qu'ils restent à la caméra, évidemment.
parce que c'est lui qui avait filmé la première saison de Palaisie, donc surtout que maintenant il est devenu producteur, donc il a 2 casquettes. Et c'est très compliqué que je puisse accaparer un mois pour aller faire un Palaisie, etc. Mais on ne j'espère pas, ça se fera peut-être un jour. Ouais. Ton amitié avec Jean Dujardin, justement, bon, monsieur qui a un petit peu réussi, pour être clair. Comment on vit avec un de ses meilleurs amis un succès comme lui l'a vécu, qui est dans la même profession mais qui est à la fois délirant, enfin c'est très particulier. Comment tu résumes ça, toi? L'avantage avec Jean, moi je suis pas pote avec Dujardin, mais avec Jean. Et Jean a toujours voulu garder ce truc-là. Par exemple, il organise 1 fois par mois un repas avec ses anciens potes de fac. Il a besoin de ça. C'est un mec du Médoc, hein, c'est pas vraiment la terre, mais c'est très fidèle en amitié, Jean, surtout quand il aime. Moi, je l'ai souvent au téléphone, etc. Là, il a son film qui sort demain, il est un peu flippé, c'est logique. Mais c'est un mec qui est resté très terre à terre sur ce qu'il est. Il sait que ça a été un succès rapide, le sien. C'est un besogneux, c'est un bosseur. Il en est même gonflant, même des fois. Moi, je me souviens au SS, ou The Artist, au SS, il me chantait Bambino dans la voiture. Mais c'était un moment casse-bonbon, quoi. Parce que c'était constamment. Avant The Artist, on marchait dans la rue et clac, il me fait 2 minutes de claquette. Bon, j'ai vu, c'est bien, c'est gentil, mais il arrête pas, c'est un besogneux. C'est un mec qui a très très peur, en fait. Quand il s'investit dans un rôle, faut qu'il se fasse ses gammes. Puis il est à 200%, quoi. Il peut en devenir très très chiant. Mais on va pas lui reprocher d'être un bosseur, quoi. Il est très américain pour ça, Jean. C'est vraiment un besogneux. On t'a souvent dit que tu avais une gueule. Dans le cinéma français, généralement, les seconds rôles ont des gueules. Est-ce que c'est un avantage, finalement, ou parfois, est-ce que ça peut être un inconvénient d'avoir une gueule comme ça marquée? Alors, quand il faut jouer les jeunes premiers, c'est sûr que c'est plus moi. Ça, c'est réglé. Moi, dès qu'il faut me donner les voyous, ou les flics, ou on m'a même donné, je me souviens, une série qui s'appelait Avocat associé. On m'a même donné capitaine de brigade financière. Où là, tu te la racontes un peu. Hein. T'es en costard assez classe, t'as l'imperméable, t'as des galons, donc tu domines tout le monde. Là, j'étais assez content de jouer ça, quoi. Non, moi, je suis très lucide sur les rôles qu'on me donne en ce moment. J'ai une gueule. Je peux pas jouer, moi, les amoureux transis. On me donne pas ça. Hein. On m'a surtout donné voyez. D'ailleurs, c'est marrant parce que il y a un flic, il y a un rôle que j'adore, moi, mais qui m'a fait rater un peu de boulot, c'était le Mac. Où là, j'étais comme toi, hein, le bouc rasé, et là, je revoyais des réalisateurs plus tard qui me disaient, putain, j'avais pensé à toi pour ce film, et je t'ai vu dans le Mac, tu fais tellement méchant. Je fais bon, t'as pas pensé que j'étais comédien, que je peux jouer peut-être un truc qui me demande, machin. Ah ouais, mais t'as une gueule, t'es truand, tu fais le truand, quoi. Tu fais truand, quoi. Tu veux dire qu'il y a des films qui t'en font rater d'autres? Ah oui, bien sûr. Ah, moi, le Mac m'a fait rater des films. Hein. Alors que c'est un succès. Alors que c'est un succès, mais j'ai pas regretté de le faire, hein, bien sûr. Hein. T'as des réals comme ça qui n'ont pas forcément besoin qui n'ont pas une grosse imagination sur ce qu'on peut faire. Ils ont besoin sur photo, sur image, de penser tout de suite à ce qu'ils veulent, etc. et tout. Donc c'est pas grave, c'est avec du recul, tu t'en fous un peu aujourd'hui, quoi. Ouais. On a parlé du succès du côté iconique de Palizzi. T'as fait une autre série sur le poker. Ouais. Qui s'appelait Drôle de poker. Alors, t'as sorti la bande-annonce. Ouais. Tout le monde a trouvé ça incroyable. Ouais, un gros buzz sur la bande-annonce. T'as sorti la série. Et un gros merde sur la série. Alors, la série, il faut pas... À ma décharge, j'étais sur RTL9, qui était la première chaîne populaire du câble. C'était carrément un ersatz de TF1. Donc, quand t'es sur un ersatz de TF1, tu fais du TF1. Voilà, je sais que les joueurs, m'ont rejeté, mais en bloc, parce qu'évidemment, j'avais pas leur langage, j'avais pas ce qu'ils ont vécu, forcément, je faisais des blagues autour d'une table de poker. Où le poker, on se rend compte à un moment, était en toile de fond, et t'étais pas vraiment sur la forme, etc. C'était pas un délire comme par exemple une série qu'on peut voir dans la tête d'un joueur, etc., où là, ça parle aux joueurs directement, parce que c'est les pensées d'un joueur connu, comme David Iquitaï, etc., ou Polak ou d'autres, hein, ou Calamusage, je sais plus, où pendant un tournoi, un gros tournoi qu'ils font, ils ont ils donnent en fait ce qu'ils sont en train de faire en fait. Et moi c'était pas ça, moi c'était le bébé de show du poker, quoi. Ça, on était conscient, hein, on était lucide. Hein.
Alors on essayait de trouver quelques vannes, mais c'est vrai que comme la bande-annonce avait les meilleures vannes, donc les joueurs se sont dit waouh c'est génial, etc. Après c'est vrai que quand tu vois les épisodes, même moi quand je les revois, je regrette pas les avoir fait parce que j'ai fait avec une vraie bande de potes. Là-dessus j'étais content. Mais j'ai conscient que j'ai fait du RTL 9 et pas du Canal par exemple. Voilà. La passion pour le poker, tu dis j'ai trop joué. Ouais. Donc à un moment t'as arrêté. Ouais. Aujourd'hui, t'as quelle relation avec le poker? Alors comme je viens de faire mon teaser Hélène, j'ai une relation où je revois de temps en temps tous ceux avec qui j'étais en table à l'époque. C'est toujours un plaisir de les revoir d'ailleurs, etc. Je suis très content dans mon film qui est Alexis Lipsker, parce que je voyais pas quelqu'un d'autre pour jouer le floor du film. En plus, il m'a permis que je fasse une vanne sur son bouquin, etc. Donc merci à lui parce que c'est génial. Je voulais un truc en fait où on se parlerait vraiment parce que j'ai vu quand Alexis pose des trucs, j'ai vu que des fois on le charriait un peu avec ses bouquins, etc. Mais le mec sait tout faire, c'est incroyable, etc. Donc je suis très content. J'ai pris des potes à moi, dont un que j'avais repris qui était dans Drôle de Poker. J'ai pris des amis. J'ai quand même un des meilleurs chefs-op de France qui est Stéphane Leparc. J'ai fait ça avec Gravity Productions, Eric Gendarme, David Sario, tout ça qui sont des vrais potes. C'est produit par des joueurs quand même, hein, à qui j'aurais vraiment remercié Franck, Gilles, Elliott et Michel. Et la légende, Michel Cohen. Mais bien sûr, le médecin. Donc c'est produit par un médecin, quoi. Voilà, un mec qui est dans le matelas et puis un mec qui est dans l'entreprise. Donc moi je suis très content parce que Franck Calfon, quand je lui ai parlé du truc, il a pas réfléchi une seconde. Il m'a dit oui tout de suite. Comme ça coûtait un peu d'argent, donc il a été chercher Gilles, Elliott et Michel. C'est là où Franck Calfon, je me rends compte c'est aussi vraiment une passion le poker. Je les remercie vraiment tous les quatre parce que ils ont pas réfléchi 2 secondes à mettre l'argent sur la table, parce qu'il coûte un petit budget quand même s'il dure que 9 minutes. Donc voilà, c'est ma passion pour le poker. Elle est à l'époque j'étais trop addict, beaucoup trop. Tu te lèves, tu penses qu'à ça, hein, tu vois. Mais j'étais pas le seul en même temps. Hein. C'est pour ça qu'on voyait souvent les mêmes têtes aussi. Hein. C'est une vraie addiction le poker. Hein. Surtout qu'à l'époque il y avait le bad beat jackpot. Je sais pas si tu te souviens, c'était une cagnotte qui était créée exprès à partir d'un full as battu. Moi j'ai touché 8 fois quand même. C'est-à-dire tu prenais 10 000 euros quoi. T'as l'impression que c'est Dieu qui venait de te faire tomber sur la table quoi, tu vois. Tu y allais aussi pour ça. Moi j'ai vu beaucoup de jeunes venir jouer à 22 ans, parce que ceux-là, tu les verras pas à l'usine bosser comme on a fait nous, mais avec 2 cartes qui se disent, je vais poser 200, je vais monter 1000. Mais c'est vrai, ça a été, c'était un moyen pour certains de gagner, mais il y a très peu de pourcentage de joueurs, hein, je crois. J'ai pas le chiffre exact. 5%. 5% de gagnants, c'est ça? Ouais. C'est quand même que dalle, quoi, hein, quand tu prends, Moi, je me souviens à l'époque, on vénérait tous les mecs comme Phil Hellmuth, Gus Hansen, tous les autres, hein. Je crois que j'ai l'impression qu'il n'y a plus que Negreanu aujourd'hui qui existe dans le circuit. En fait, je sais pas ce que sont devenus les autres. Est-ce qu'ils sont broke ou pas? T'en sais rien. Comme Guy La Liberté, quand il se broke au poker, c'est pas grave, il a les Cirques du Soleil derrière, tu vois. Mais les autres, tu te demandes de quoi ils vivent, quoi. T'es content quand tu vois tes potes comme Benjamin Pollack qui font 3e d'un main, quoi, tu vois. T'es super content quand même. Tu dis, ouais, il y en a, c'est devenu professionnel, mais ça va loin avec quand même, quoi. Et tu disais, les ambiances que j'ai connues à l'époque, c'est plus les mêmes aujourd'hui. C'est quoi qui a changé? J'ai l'impression qu'on vient peut-être un peu travailler aussi maintenant au poker. Certains, quoi. J'ai vu que c'était un boulot, hein, j'ai compris. Hein, ouais. Mais à l'époque, on pouvait plus déconner à table. J'ai l'impression de... Je sais pas, je suis pas revenu vraiment dans le circuit non plus, donc ça se trouve, je me trompe. Hein. Ça se trouve, c'est comme avant, etc. Mais les 2 cercles que j'ai faits, donc Circus, hein, merci, chez qui on a fait Hélène, hein, je dois vraiment encore les remercier, et puis Clichy. J'ai vu, il y a beaucoup de jeunes. Et je vois, après 1 an de confinement, j'ai l'impression qu'on vient un peu sauver les meubles, quoi, quand on vient jouer, quoi. J'ai l'impression qu'on vient payer les loyers, comme on dit. Certains, hein, pas tous, hein, évidemment. Tu parles des changements que tu as connus dans le poker. Le milieu du cinéma, le milieu télévisuel a eu beaucoup de changements ces 10 dernières années, accentués encore avec la crise. Ouais. Les plateformes se sont multipliées, donc les tournages se sont multipliés. Quelle est la différence entre ton métier il y a 15 ans et ton métier aujourd'hui? Il n'a pas vraiment changé en matière de financement. C'est-à-dire que la télé reste la reine mère. Puisqu'elle allonge la table, elle se dit, moi je vais refaire le scénario, je vais refaire le casting. Ça bouge pas.
Ce qu'il y a, c'est que maintenant, c'est que le cinéma a une concurrence après le confinement et pendant terrible les plateformes. Où aujourd'hui, ils sont tous devant la porte de Netflix et Amazon. Parce que Disney fait pas encore la production française. Ils achètent du catalogue, mais ils en sont pas encore. Mais ça va y venir, je pense, quoi. Et ces deux-là se battent maintenant un marché où, par exemple, tu prends le cinéma, tu as 450 films avant la reprise, là, il y a 2 mois, 450 films en attente. Ça veut dire que tous les mercredis, il faut trouver la place pour sortir, pas en face d'un Barnum en plus, quand t'es un petit film. Donc c'est très très dur. Le pass sanitaire est venu mettre le coup près, évidemment, parce qu'il y a toujours une guerre en France, un vax anti-vax. Donc ce qu'il y a, c'est que aujourd'hui il y a Netflix, Amazon restent maintenant 2 concurrents, mais plus que solides et plus que sérieux. Puisque si c'est dur de monter un film, aujourd'hui pour le cinéma, ça sera beaucoup moins dur chez Netflix. Surtout que Netflix va te laisser beaucoup plus de liberté au niveau du scénario. Et tu peux même y aller sans tête d'affiche, que le cinéma, c'est toujours impensable. Hein. Voilà, donc ils ont ce truc-là. C'est-à-dire que Netflix, Amazon commencent à récupérer tous les rejetés, en fait. Et ça leur fait beaucoup, parce que ils ont maintenant, je crois, 60% de créa français à faire obligatoirement. Comme ce que faisait Canal ou les chaînes normales. Donc ça veut dire que ça devient 2 concurrents sérieux qui, eux, n'ont aucune obligation de clic, c'est-à-dire d'audience. Quand Lupin fait un carton aux États-Unis, c'est pas un miracle. C'est que c'est récupéré par Netflix US, et puis c'est l'histoire de Lupin, c'est la France, c'est Omar, qui a une cote quand même là-bas. Donc ça propulse, ça marche. C'est-à-dire que on regarde beaucoup plus un film maintenant jusqu'au bout, sans aller jusqu'au bout sur Netflix ou au cinéma, on essaie quand même d'aller jusqu'au bout du film. Donc, il n'a pas vraiment changé en matière de fabrication, le film cinéma. Par contre, le film plateforme commence à devenir un peu important parce que il a le budget, autant qu'un film. Hein. Il n'y a qu'à voir pour Irishman, le dernier Scorsese. Il n'y a pas un studio aux États-Unis qui met 200 millions à un Scorsese. Impensable. Mais Netflix le veut parce qu'il va avoir Scorsese, Pacino, Pesci et De Niro. Donc, Netflix paye cher, en fait, les vedettes. C'est pour ça qu'ils les ont, d'ailleurs, facilement. Hein. Spielberg va venir en producteur chez Netflix. Hein. Donc c'est parce qu'il y a une crise, il y a une vraie crise. 1 an de confinement a fait un mal terrible. Est-ce que tu crois que le cinéma va mourir? Non, je crois que l'amour du grand écran restera jamais. Quand même. Il y a des films qu'on peut pas voir sur son iPad. Si je prends dans plusieurs genres, un Marvel, ça se voit sur grand écran. Enfin, pour moi, ça me paraît évident. Un film d'aventure se voit sur grand écran. Quoi. On peut voir des films plus indépendants, plus intimes sur son iPad, puisque c'est une autre narration. Mais je vois pas la mort de la salle, moi. Je vois pas, enfin, tant qu'il n'y a pas de variant qui arrive chaque année, quoi. Voilà. Dernière question, Arsène. Aux jeunes qui souvent t'appellent ou débutent ou te croisent ou regardent cette interview et qui ont envie d'avoir le métier que tu as, j'entends toujours plein de conseils un peu, on va dire, mièvres. Mais si toi, tu devais donner un vrai bon conseil, quelque chose qu'on dit pas assez, qu'on dit pas souvent sur le métier, ou quelque chose qu'on t'aurait aimé qu'on te dise quand t'as commencé, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui auraient envie de faire ce métier? Ah, je dirais, soyez un peu passionnés quand même. Soyez pas que n'essayez pas de vouloir aller à Cannes tout de suite. Moi, je me souviens, c'est la phrase qu'on m'a sortie quand j'ai débuté. On m'a sorti ça, on m'a dit, tu sais, va te prendre tes claques. Tu vas beaucoup plus apprécier quand tu vas monter les marches à Cannes. Et ce qui est vrai, c'est la vache enragée te donne une jouissance que tu n'as pas si tu réussis tout de suite. Aujourd'hui, tu peux faire des sketchs sur YouTube et partir au cinéma. Moi, je vois, il y a des mecs qui vont au cinéma, ils étaient sur YouTube. Hein. Ils n'ont pas du tout le parcours de nous qu'on a eu il y a 10 ans de travail, 20 ans, etc. Ils commencent même pas par la figure, les mecs. Hein. Ils font des sketchs sur YouTube et ça va très très vite. Ils ont des premiers rôles. Donc à la limite, s'il y a un conseil à leur donner, ne tapez pas aux portes parce que c'est pas sûr qu'on vous les ouvre. Mais aujourd'hui, vous avez le net qui est un outil formidable pour ça, pour montrer qui vous êtes et ce que vous savez faire. Donc si vous avez envie de réussir à faire des choses, moi c'est faites des sketchs, filmez-vous, allez faire des scènes ouvertes, mettez-les en ligne, essayez de créer un buzz avec ça, chopez les mails des productions, envoyez-les par mail, on sait jamais, vous n'êtes pas à l'abri d'un miracle. Mais soyez un peu passionnés quand même. N'essayez pas d'être que ne soyez pas soif de
de succès tout de suite, parce que ça peut s'arrêter aussi vite que c'est monté. Gabin disait, moi j'ai mis 50 ans à monter les marches, j'ai eu besoin de souffle pendant 50 ans, mais il me faudra une seconde pour tout redescendre. Et je trouve que c'est des phrases qui marchent encore aujourd'hui. Ceux qui ont été trop vite, beaucoup trop vite, c'est ceux qu'on entend le moins, des fois. Merci Arsène. Je t'en prie.